Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de mars. Je vous préviens tout de suite, il n'y a pas forcément beaucoup de séries, films, etc. Mais il y aura plus de bouquins et d'expos parce que j'ai enfin repris les expos. Et avant de commencer, je voulais vous demander votre avis sur la prochaine analyse d'œuvres d'art sur la chaîne. Pour savoir si vous préférez rester un peu en hiver et découvrir une œuvre qui se passe au Groenland, qui est la Magdalena Bay de François Briard, qui a une très belle lumière, qui permet d'aborder le début des explorations, ce genre de choses au 19e. De toute façon, les deux sont au 19e. Ou si vous en avez marre de l'hiver et que vous voulez passer au printemps avec Les Roses d'Héliogabal, qui est une œuvre archi connue de Tadema. Donc faites votre choix et je sortirai l'analyse je ne sais pas quand, mais voilà, je vous laisse le choix pour cette fois. Donc sinon pour le bilan culturel, on va commencer par ce qui peut être considéré en film, mais c'est un spectacle. Sur Canal est sorti le dernier spectacle de Jérémy Ferrari qui est Anesthésie Générale. Pour ceux qui ne connaissent pas Jérémy Ferrari, mais ça m'étonnerait quand même, globalement, un spectacle égale à un thème. Donc il avait déjà fait les religions par exemple, qui doit être peut-être le plus connu. Et dans ce spectacle-là, on va se focus sur la santé. Donc on va parler évidemment du Covid, mais aussi d'autres sujets comme l'homéopathie, la sécurité sociale, ce genre de choses, ou juste la santé publique en général. C'est des spectacles qui, par leur thème, sont quand même politiques. Après, tout est politique, ma foi, mais bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Jérémy Ferrari, il est plutôt connu pour son humour noir, mais c'est pas que ça, il y a d'autres choses quand même. Et franchement j'ai bien aimé. Après moi je suis un peu un public déjà convaincu par lui, donc j'avoue que voilà, c'était pas non plus très compliqué que le spectacle me plaise. C'est pas très français comme construction de phrase, mais vous avez compris. Donc ma foi, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. Et du coup on va passer à un peu ce qui est série, docu. Vraiment très peu de choses niveau film et série, mais j'ai binge-watché Drive to Survive, qui est le fameux documentaire sur la F1, qui est un peu un résumé en fait de l'année F1, de la compétition globalement, et le documentaire sort avant la nouvelle saison de Formule 1. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment déjà, parce que plus le temps... Là, je me dis que ça fait vraiment quand même longtemps que j'ai fini mes études, ça commence à... Voilà, il y a les années qui commencent à s'accumuler. Bref, mais du coup, pour ma dernière année de master, j'avais fait un mémoire autour de l'automobile et c'est à ce moment-là que je suis tombée dans la F1. Voilà. Cependant, la dernière saison, je n'avais pas beaucoup suivi parce que je la trouvais pas spécialement intéressante. Enfin, je sais pas, ça avait pas réussi à me choper. Mais par contre, le documentaire m'a bien chopé là cette année. Et contrairement... Oh là, c'est un peu bizarre. Je réexplique. Donc, la saison de F1 l'année dernière, je l'ai pas trop regardée parce que ça m'ennuyait et qu'il y avait pas assez de suspense. Enfin, bon, j'étais pas à fond. Mais le documentaire de l'année précédente, donc pas de la saison F1 2024, mais la saison F1 2023, je n'avais pas aimé le documentaire, le Drive to Survive. Je sais pas si vous avez compris mes explications. Bref. Mais cette année, le Drive to Survive pour la saison de 2024, j'ai adoré. Là, franchement, c'était super bien construit et tout. On suit évidemment les différents pilotes et tout. Moi, j'aime bien. Et si vous y connaissez absolument rien en F1, que vous êtes curieux un peu de découvrir et tout, c'est une belle porte d'entrée dans ce monde. Parce qu'on vous explique un peu tout ce qui se passe backstage, quels sont les enjeux pour quelle équipe, etc. Donc si vous y connaissez rien, c'est quand même pas mal pour en apprendre un petit peu plus. Donc voilà, donc je pense qu'on va pouvoir passer aux expos, parce que là j'en ai fait un certain nombre. On va commencer par Stephen Jones, ou Stephen Jones,
je ne sais plus, mais qui est l'un des chapeliers les plus connus aujourd'hui. Alors, à la base, il est anglais et il va évoluer à Londres, mais très vite, il est intéressé par Paris, etc., notamment pour ce qui est de la haute couture. Et il va aussi faire ses débuts à Paris. En fait, il est entre Londres et Paris, globalement. Et on va avoir une expo en 2 parties. La première partie qui va vraiment se focus sur le chapelier, sa carrière, vraiment faire une biographie, etc. Et la seconde partie, c'est vraiment son travail dans les défilés, dans les collections. Ce qui est un découpage que je trouve intéressant. Le seul truc, c'est que les espaces sont quand même un peu petits en première partie. Donc moi j'ai été allée en nocturne, donc il n'y avait pas énormément de monde, mais c'est sûr que je pense si on y allait en plein jour là, ça pouvait être compliqué, mais je crois que l'expo est finie de toute façon. Il y a des chapeaux, mais extraordinaire quand même, il y a vraiment de tout. T'as des chapeaux vraiment très mode, comme des chapeaux très humour, franchement c'était assez ouf. Ça recontextualise bien quand même les différentes chronologies qu'il va traverser, et puis on se rend compte très vite dans la seconde partie qu'il fait les chapeaux pour toutes les maisons de couture, pour tous les designers, etc. Donc ça c'est quand même assez ouf, et il y a des tenues qui sont quand même assez iconiques dans l'histoire de la mode, où on se rend compte qu'il y a son chapeau quoi sur la tenue. Donc c'est vraiment un personnage très 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 important pour le monde de la mode, du moins ce que j'en ai vu et ce que j'en ai tiré de cette expo. Et franchement elle a été très bien construite, et puis tout voir se focus sur cette partie là dans la mode, c'est quand même assez cool, parce que généralement on se focus vraiment sur les designers de maison, ce genre de choses, etc. Mais pas forcément sur ceux qui s'occupent plus de la partie accessoires. Donc je trouvais ça cool. Voilà. Et j'en ai profité du coup pour faire la collection permanente de Galliera, qui est du coup, le musée de la mode de Paris. Voilà. Alors, pour la collection permanente, elle tourne beaucoup, et du coup quand ils la font tourner, qu'ils la changent, ils essayent de faire un thème qui va lier toute cette collection permanente. Là c'était la dernière et 3e partie du sport et la mode. J'avais pas vu les 2 premières, par contre j'avais pas eu le temps d'y passer, et je vous avoue que là j'étais un peu fatiguée parce que je suis allée en nocturne après le travail, donc j'étais déjà pétée, et après l'expo c'était un peu compliqué de rester concentrée, mais j'étais trop contente parce qu'il y avait des pièces de mon époque, donc 19e siècle, et notamment comme c'était focus sur sport en mouvement, je crois que c'était pour cette dernière partie, il y avait les premières tenues d'automobilistes, etc. Donc c'est des tenues que j'ai beaucoup vues dans les illustrations que j'ai étudiées. Donc j'étais trop contente de voir ça. Donc voilà, je vous conseille de vous renseigner pour savoir ce qui est actuellement dans les collections permanentes, etc. Et je ne sais pas du tout quelle sera la prochaine expo là-bas. Mais en tout cas, c'était très très sympa. J'ai été invitée à mon premier vernissage via la chaîne, parce que avec le travail forcément, voilà. Mais avec la chaîne, là, c'était la première fois que je recevais une invitation vernissage. Donc ça, très stylé. Donc déjà, merci pour cette invitation. Donc je suis allée à Fontenay-aux-Roses, qui est une ville que je connaissais déjà, qui n'est pas très loin de Paris. Je dis ça pour les Parisiens et proche banlieue. En fait, c'est dans mes environs. Donc voilà, j'étais très surprise de cette ville. Je connaissais. Et du coup, je suis allée voir une expo sur Alexandre Noll. L'expo est dans les salons de la bibliothèque, donc vraiment c'est à 5 minutes à pied de la gare RER. Donc voilà, si vous avez un peu envie de sortir de Paris et de découvrir d'autres choses, et notamment ce que propose la banlieue, n'hésitez pas, étant une banlieusarde, ça me fait plaisir de parler banlieue. Et du coup, donc, Alexandre Noll, qui est ce monsieur? Alors, à la base, il est né à Reims, etc., mais il va s'installer à Fontenay-aux-Roses après la Première Guerre mondiale. Et à l'origine, il a pas... Enfin, c'est pas un artiste de métier, il a eu d'autres jobs avant, etc.
Et il va découvrir le bois, notamment via la gravure sur bois, et je pense que c'est ce que j'ai préféré dans l'expo. Enfin, en même temps, comme c'est de l'illustration, je suis plus sensible à ça vu que c'était mon objet d'étude, mais peu à peu sa passion pour le bois va vraiment se développer et il va se diriger plutôt sur les arts décoratifs et le mobilier, où il a fait notamment un choix d'essence de bois qui était quand même assez génial. Les meubles avaient un bois quand même assez beau, surtout que comme je suis en train de refaire l'appart, de meubler mon nouvel appart, etc., quand tu vois une belle essence de bois, tu te dis ça doit coûter bien cher, hein, parce que purée, parce que quand tu regardes les meubles en bois massif, etc., ou avec certaines essences de bois, le prix il monte très très vite. Bref, et du coup pour cette expo on va avoir une première salle où vraiment vous aurez la biographie de l'artiste en long et en large, on va dire, mais sans que ça soit trop lourd. Et comme ça, après cette première salle, c'est plus simple pour aborder les œuvres qui sont exposées dans les salles suivantes, tout simplement. Donc ça, c'était plutôt cool. L'espace d'expo en lui-même est plutôt sympa. Ça fait un peu vieux salon 18e, mais évidemment remis au goût du jour, on va dire. Et j'en profite aussi, si vous êtes de la ville, de la région, proche Paris, etc., il va avoir une inauguration d'une de ces sculptures dans la ville le 28 avril, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, si ça vous intéresse de voir une inauguration de sculpture, why not? Et pour les fashions, j'ai une petite anecdote pour vous. Je savais pas du tout qu'ils avaient été en contact. Pour ceux qui connaissent Paul Poiret, qui paraît designer mode assez connu dans l'histoire de la mode, mais peut-être pas forcément des non-fashion, je ne sais pas, bref. Et ben ce Paul Poiret, il avait repéré le petit Alexandre Nol, enfin le petit, il était pas si petit quand même à cette époque. Bref, et comme il a vu son travail sur le bois, etc., il lui avait demandé de réaliser des manches d'ombrelles pour ses collections. Donc plutôt sympa comme anecdote. Alexandre Nol, il était quand même connu de son époque. Il a été exposé notamment à la galerie Colette Allendy, que vous devez connaître pour ceux qui sont en histoire de l'art. Il a exposé à des salons d'art décoratif, etc. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un artiste oublié. Mais franchement, c'est très sympa de découvrir justement des artistes pas forcément très connus, et notamment dans une perspective de passer le concours de l'INP. C'est pas mal d'avoir des exemples qui sortent un petit peu du lot. Donc voilà pour cette expo que j'ai trouvé très sympa et qui est évidemment libre d'entrée et gratuite. Donc voilà, ça aussi c'est sympa. Ensuite, j'ai fait un triplé au musée des arts décoratifs parce que en ce moment il y a énormément d'expositions qui sont ouvertes là-bas. Donc je vous conseille fortement, si vous voulez entre guillemets rentabiliser une visite dans un musée, si vous payez plein pot, là au MAD vous prenez un ticket, vous avez accès, un ticket expo collection perma, vous avez accès à tout le musée et il y a vraiment beaucoup d'expos, dont des expos assez intéressantes, peut-être pas pour la première dont je vais peut-être pas pour la première. Alors la première, c'est l'intimité de la chambre aux réseaux sociaux, qui va être découpé en plusieurs chapitres. Donc on va partir, donc on est sur une chronologie quand même de fin 18e siècle jusqu'à nos jours, ce qui est quand même un programme très ambitieux, voire trop ambitieux du coup, parce que en fait chaque chapitre de cette expo aurait pu être une expo à elle toute seule. Ce qui fait qu'on reste quand même très en surface, et que c'est un enchaînement de chapitres sans forcément qu'il y ait de transition ou de liens bien construits. Donc, sur la partie gauche de l'exposition, on va avoir tout ce qui va être la chambre, la mise en beauté, les latrines. Il y a des toilettes japonaises exposées. Je ne m'attendais pas à avoir des toilettes japonaises exposées, enfin en exposition. Mais ma foi, ça m'a rappelé mon voyage au Japon, que voulez-vous. Mais non, plus sérieusement, sur cette partie-là, il y a eu des choses que j'ai trouvées un peu étranges parce que comme on est sur une chronologie large, ils ont voulu mettre dans certaines salles des œuvres aux chronologies totalement différentes. Mais qui dit aussi chronologie totalement différente dit
contexte social, politique, économique totalement différent. Ce qui faisait que parfois il y avait des rapprochements entre des œuvres ou des mises en parallèle, etc., que j'ai trouvé très superficielles. Et j'ai pas trop aimé. Vraiment, j'ai pas trop aimé. Après, comme d'habitude, quand je fais une critique d'exposition, même si le propos de l'exposition est pas forcément génialissime ou quoi, voir les œuvres, c'est quand même toujours un plus et c'est toujours bien. Et ça sera jamais la faute des œuvres, évidemment, si le propos de l'exposition n'est pas ouf. Après, c'est une question de goût et de couleur, hein. Mais là, par contre, pour le propos, je l'ai pas trouvé si dingue. Et puis on va avoir ensuite la partie centrale qui va se concentrer sur le salon. Ouais, sur le salon, donc avec un florilège de fauteuils et d'innovation de fauteuils. Il y a d'ailleurs un fauteuil Werner Pantone, et ça on en avait parlé dans le calendrier de l'Avent, donc ça m'a fait rire d'en voir en vrai. Vraiment, pour les fans de Panthère, il y avait aussi un fauteuil sublime pour ceux qui aiment ça. Il y avait des innovations assez rigolotes, donc voilà. Ensuite, si on continue, il y avait toute une partie sur l'intimité dans la chambre, dans le sens sexualité, ce genre de choses. Et il y avait quand même des pièces assez intéressantes, notamment Le Verrou de Fragonard, que vous devez très sûrement connaître. Ça parle de toute orientation sexuelle, donc ça c'était quand même pas mal. On avait les représentations de intimité sexualité dans la chambre. Ça c'était plutôt cool et ça me paraissait quand même primordial d'aborder ça dans une expo qui s'appelle l'intime de la chambre aux réseaux sociaux, bref. Mais encore une fois, voilà, il y a pas assez d'espace et de temps accordé pour chaque chapitre, vu qu'il y a trop de chapitres en fait. Donc je pense qu'il aurait fallu soit vraiment se focus sur un pan de l'intimité, soit réduire les chapitres en fait et expliquer ce choix. Mais bon, bref. Et ensuite, là, on a une espèce de transition sur les années, on va dire années 80-2000, avec l'apparition de nouvelles technologies, etc., pour arriver justement aux réseaux sociaux. Et la mise en scène de l'intime via les réseaux sociaux, donc tout ce qui va être contenu lifestyle, ce genre de choses. Je trouve que c'était très périlleux comme transition, parce que en fait je comprends où il voulait aller, je vois pourquoi il voulait parler justement de cette intimité construite, et partagée, chose qui ne l'était pas nécessairement avant, surtout que là c'est en ligne, accessible à tous, etc. Bon, je comprends, sauf que je pense que pour certains points qui ont été abordés, on n'a peut-être pas assez de recul encore, et c'est peut-être encore trop frais pour être exploité en exposition, je dirais. Je sais pas si c'est très clair mes explications, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer, mais par exemple, ça m'a extrêmement perturbée de voir tout un mur un peu dédié à Lena Situation, que j'adore, hein, soit dit en passant, mais je pense qu'il n'y a pas assez de recul encore pour l'intégrer comme ça dans une exposition, et que comme le propos en plus de ça était un peu superficiel et pas assez abouti et développé, ça rendait pas la chose ça rendait pas la chose intéressante, je trouve. Mais oui, très perturbée de voir Lena Situation en pleine expo dans un musée. Mais écoutez, je comprends pourquoi ils ont voulu faire ça, mais je pense que de 1, il n'y a pas assez de recul, et de 2, que la construction de l'exposition n'aidait pas. Donc voilà, donc je dirais que franchement j'ai été contente de voir certains objets que je connaissais pas, notamment c'est improbable. Au début je vois ce meuble, je me dis ah trop bien, une espèce d'imitation de pile de livres, c'est trop stylé et tout, jusqu'à ce que j'apprenne que c'était pour en fait cacher son pot de chambre. Donc c'était, enfin c'est pas des toilettes entre guillemets, mais c'est un cache-toilette, et je me suis dit ah ok, l'utilisation non. Je n'en ferai pas grand chose de cette utilisation, mais le meuble très stylé. Donc franchement il y a quand même beaucoup d'œuvres de beaucoup de périodes, donc ça c'est assez intéressant de voir ça. Mais pour ce qui est du propos de l'expo,
bof, vraiment bof, et j'ai pas été séduite par la chose, quoi. Mais on va passer à une autre expo au MAD qui était géniale, qui est Christoffle. Christoffle qui est un nom très connu pour tout ce qui va être art de la table, donc plutôt du côté orfèvrerie, tout ce qui va être couvert, plat en argent, métal, divers et variés. Et je trouve que là l'expo était vraiment super. Le propos, le propos c'est une monographie sur Christoffle et l'entreprise, et c'était génial. En fait, la scénographie était superbe, il y avait pas mal d'explications. On pouvait voir par exemple le procédé de la fabrication d'une fourchette. Genre vraiment, on se dit pas, voilà, une fourchette, ça se construit super simplement et tout. Là, on voyait les moules, etc. Franchement, la scéno, elle était efficace pour les explications en plus de ça. Et on va parler du coup de Christoffle, le monsieur, et l'évolution de l'entreprise, etc. Christoffle aujourd'hui, puisque c'est une entreprise qui est toujours active et existante, et de voir à quel point elle a envahi les arts de la table et est devenue aussi... Enfin, peut-être vous connaissez pas, mais vous connaissez sans le savoir, je pense. Parce que c'est vraiment devenu la définition de l'art de la table luxe français. Encore une fois, c'est pas très français ce que je dis, mais vous comprenez. Par exemple, c'est eux qui ont fait les couverts pour l'avion Le Concorde. C'est eux aussi qui ont travaillé pour l'Orient Express. C'est eux qui ont fait l'énorme paquebot, le Normandie. C'est ça, hein, c'est le Normandie. Oui. C'est eux aussi pour le Ritz, enfin voilà, quand même des gros noms. Et on voit aussi toute leur évolution, donc c'est une maison qui apparaît au 19e siècle, la période. Et forcément, vous vous doutez qu'entre le 19e siècle et les années 60, par exemple, on n'est plus sur le même style de couvert. Et donc on voit toute cette évolution. Les explications sont largement suffisantes pour comprendre tout ça. Il y a des objets qui sont magnifiques. Moi, j'ai évidemment adoré la période 19e autour du japonisme, parce que forcément il s'adapte au goût des époques, parce que ça reste une entreprise et qu'il faut vendre, on va pas se le cacher. Mais il y a aussi des innovations, il y a aussi des prises de risques stylistiques, et vraiment ça m'a trop emballé. La scénographie est magnifique, le propos, comme je l'ai dit, suffisant pour comprendre. Et puis en plus, si vous y connaissez rien en art de la table et en orfèvrerie, etc., c'est quand même pas mal. Et il y a aussi de la médiation pour les enfants. Il y avait quelques petits trucs un peu plus dédiés à un public plus jeune, donc vraiment je vous recommande à 1000%. Et on va finir par l'exposition qui, je pense, est la plus accessible pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller au musée, et pour un jeune public. C'est, je crois que ça s'appelait Mon ours en peluche, quelque chose comme ça. En fait, le format de cette exposition est ni trop grand ni trop petit pour le sujet, donc ça c'est plutôt cool. Que par exemple l'intimité dans sa chambre, dans la chambre, c'est quand même... On est sur l'espace d'exposition le plus grand, je crois, du MAD. Donc ça peut être un peu long pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Christoffle, alors les espaces sont aussi grands, mais je trouve que là, il fallait un espace quand même grand pour parler de toute la carrière Christoffle, quoi. Donc ça s'adaptait bien au sujet de l'exposition, et vraiment c'était super Christoffle, hein, allez-y. Mais du coup, Mon ours en peluche, donc très sympa. On se dit plutôt oui, ça va être un peu superficiel, etc. Peut-être un peu trop bisounours, justement. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les premières salles, on revient un peu sur la relation des Français aux ours et de comment on est passé d'une bête qui nous terrifiait ou qui pouvait être symbole de blason au Moyen-Âge à une petite peluche trop mignonne qui a envahi la chambre des enfants, et pas que, toute la pop culture, l'imaginaire, etc. Donc ça, je trouvais que c'était un point assez intéressant et plutôt cool, et franchement, comme je vous disais, c'était quand même une expo qui est accessible, et du coup on va retrouver cette portion sur une tapisserie du Moyen-Âge, comme avoir des croquis de Winnie l'ourson. Il y a des installations aussi plus contemporaines d'artistes et
et de l'exploitation justement de l'imaginaire de la peluche, de l'enfance, ce genre de choses. C'était quand même assez riche comme expo et franchement c'était assez fun à faire, donc je vous la conseille aussi. Mais je pense que voilà, si vous allez au MAD, je pense que la priorité ça serait de faire Christophe quand même. Voilà. Et puis après, si vous voulez un peu de fun, etc., vous pouvez faire Mon ours en peluche. L'intimité, vraiment, je l'ai pas trouvé dingue, donc si vous voulez aller voir juste les œuvres, allez-y, mais pour le propos, n'y allez pas, quoi. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais je vous le recommande pas. Et il y a 2 ou 3 autres expos encore que je n'ai pas visité, parce que au bout de 3 expos, ça va quand même, je fatigue. Donc faudrait que j'y retourne pour voir la suite. Et là, je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous parler quand même, mais c'est normal que j'ai oublié parce que j'ai pas du tout aimé. Je suis allée voir Suzanne Valadon au centre Pompidou. Donc Suzanne Valadon, figure du Montmartre, artiste plutôt fin 19e, 20e siècle, qui est vraiment... la semaine dernière est sortie d'Ilili à Montmartre. On a beaucoup parlé Toulouse-Lautrec, etc. Eh bien, ils étaient très amis, ils ont été amants, etc. Mais ils ont été aussi... Enfin, ils avaient une relation amicale très, très forte aussi. Donc voilà, on est sur cette vibe-là pour Suzanne Valadon. Et vraiment, je l'adore. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Je vous mets la vidéo dans le petit i parce que juste avec cette vidéo, vous aurez déjà plus d'informations sur sa vie et sur sa biographie que dans l'expo, en fait. L'expo était catastrophique d'un point de vue propos. C'est pas avec une expo comme ça que vous allez comprendre la carrière et qui est Suzanne Valadon. Néanmoins, c'est une exposition à faire parce que avoir autant de Valadons réunis à un même endroit, dans un même espace, c'est quand même très cool. Et les Valadons, vaut mieux les voir en vrai parce que généralement les photos qu'on retrouve en ligne, etc., ne transmettent pas sa palette de couleurs et la vivacité de ses couleurs. Donc je vous recommande d'y aller vraiment pour la voir en vrai. Mais prenez un billet expo, collection Perma, je sais que ça peut être cher, mais voilà, en fonction de de votre condition, vous pouvez avoir des tarifs réduits ou la gratuité, ça dépend. Et puis aller faire d'autres expos dans le centre. Mais c'est vrai qu'on commence par exemple, la première salle, on commence avec des œuvres plutôt tardives et pas du tout des œuvres de début, donc déjà ça fait un petit problème chronologique quand on commence tout juste par exemple l'expo et puis quand on la connaît pas, quoi, ça fait waouh, bizarre, très bizarre. La salle suivante était quand même intéressante parce que on voyait des œuvres de ses maîtres en comparaison avec certaines de ses œuvres et on voyait clairement les liens, les influences, etc. Donc ça pouvait être intéressant, mais après, le propos, j'ai quand même vu des œuvres que je connaissais pas nécessairement d'elle, notamment ses vues de Montmartre, donc plutôt ses paysages, je la connaissais pas spécialement pour ça, je la connaissais plus pour ses portraits, mais vraiment pour le propos, c'était catastrophique, et on ne parle pas de sa vie, qui est quand même assez, atypique pour une artiste de son temps, c'est-à-dire que généralement, fin 19e, début 20e, les artistes de femmes sont issus généralement d'un milieu plutôt privilégié bourgeois, ce qui n'est pas le cas de Suzanne Valadon, qui vient d'un milieu quand même très prolo, mais qui va réussir à avoir une carrière. Elle a quand même une vie pas facile, on n'en parle pas. Je trouve que c'est quand même un peu important parce que c'est des choses qu'on peut voir dans son art et qu'on comprend aussi qu'elle avait une force de caractère qui lui a permis d'en arriver là, et c'est des choses aussi qu'on voit dans ses œuvres. Enfin, je veux dire, par exemple, dans La Chambre bleue, la représentation qu'elle fait de la femme qui n'a rien à voir avec les représentations hyper idéalisées qu'on peut faire des femmes à ce temps-là. Enfin, c'est quand même un détail important, quoi, genre de parler de sa vie, voilà, ça me paraît, je sais pas, on fait une monographie sur elle, parler de sa vie, c'est un peu la base d'une monographie quand même. Donc bon, on parle
on parle de ses relations, de ses liens avec d'autres artistes, d'autres auteurs, etc. Mais par exemple, pour parler de sa relation avec Toulouse-Lautrec, on utilise tout le temps le terme relation sulfureuse. On est en 2025, est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Est-ce qu'on peut... Et puis surtout que, oui, leur relation était peut-être sulfureuse d'un point de vue amant-amante, mais enfin, ils avaient quand même des liens profonds, ils étaient quand même amis, ils ont été très liés, très proches en dehors de l'aspect plan cul, on va dire, voilà, on va dire les termes, mais enfin, il y avait une profondeur là-dedans quand même, faut peut-être en parler. Alors oui, ils vont dire oui, c'est Toulouse-Lautrec qui lui donne le surnom de Suzanne pour faire référence à l'épisode biblique, et puis ils expliquent pas. Enfin, je trouve qu'ils ont mal expliqué aussi le lien avec Suzanne, l'épisode biblique, qui est une jeune femme en fait qui se fait draguer, voire très très lourdement par des vieils hommes, parce que en fait Suzanne Valadon, avant d'être artiste, traînait sur des places à Montmartre, place connue par les artistes pour aller chercher des modèles qui pourraient poser potentiellement nus pour leurs œuvres. Évidemment, elle faisait pas que poser, il y avait quand même aussi de la prostitution, ce genre de choses qui pouvaient arriver. Et ben ça, on n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas, alors que ça fait partie de l'explication quand même de son surnom à l'origine, quoi. Donc bon, un peu dommage. La mise en contexte n'est pas là. Que ce soit le contexte, je veux dire, vraiment historique, social, n'est pas là. Catastrophique. Il y avait des personnes devant moi qui, je pense, travaillent dans le milieu et qui devaient très bien connaître Suzanne Valadon, qui n'arrêtait pas de râler pendant toute l'expo pour mon plus grand plaisir. Mon oreille très indiscrète pouvait tout écouter. Voilà, mais au moins j'étais rassurée de pas être la seule à me dire mais enfin c'est catastrophique là le propos, enfin il y a rien qui est construit. Ils ont voulu faire une organisation thématique, mais en fait en faisant ça, ils ont perdu en fait l'essence des explications et l'essence de la mise en contexte et juste de la monographie en fait de base, et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Vraiment, n'y allez pas pour le propos. Allez-y pour les œuvres, parce que vraiment ça vaut le coup de voir du Valadon. Elle a quand même une touche très particulière et surtout elle a une utilisation des couleurs qui est quand même assez magistrale. Donc ça je vous recommande pour ça. Mais sinon, je crois que c'est tout pour les expos, c'est déjà pas mal. Et on va du coup passer aux lectures. Alors, je vais commencer par un truc pas très fun. J'ai DNF un livre, donc j'ai abandonné un livre qu'une collègue m'avait recommandé. Je suis désolée si tu passes par là. Mais j'ai pas réussi. En fait, je pense que je suis pas prête pour lire ce genre de livre pour le moment. Donc, c'est un classique de la littérature russe qui s'appelle Le Maître et la Marguerite. Comment vous résumer ? Je sais pas comment vous résumer. En gros, globalement, c'est un livre qui a été écrit par son auteur. Je suis désolée, j'ai pas retenu son nom. En pleine URSS. Et il savait pertinemment que ce livre serait censuré s'il le publiait, mais il a quand même voulu l'écrire pour potentiellement qu'il soit publié a posteriori. Et du coup, on est dans les années, je crois, 1915 et quelques. En Russie, où le diable va apparaître. Bref, c'est un peu ça le plot. Et en parallèle, on se retrouve avec Ponce Pilate, donc période antique, rien à voir, et ouais, un peu sur les origines de Jésus, etc. Ce qui fait parfois des transitions d'époque un peu compliquées, mais surtout c'est un style d'écriture qui est très particulier. Et je pense que j'ai pas encore les armes pour lire confortablement ce bouquin. Cependant, ce qui était assez ouf, c'est au niveau des descriptions d'environnement, etc. On s'y sent vraiment. Et la lecture est très fluide. Vraiment, ça se lit quand même très vite. Mais en fait, c'est juste moi, je ne comprends pas ce qui se passe en fait. J'ai des problèmes de compréhension parce que on va se retrouver avec des personnages qui sont témoins de certaines choses et qui vont un peu entrer dans la folie. Et du coup, je comprends pas. Je comprends pas. On sent qu'il y a des pierres qui sont posées
pour qu'on soit perdu, et c'est normal qu'on le soit, mais je suis trop perdue en fait, et du coup je l'ai dit NF. Voilà, mais je pense que j'y reviendrai quand j'aurai un peu plus d'armes, parce que je sens déjà que je commence à être un peu plus exigeante sur mes lectures, mais là je pense que j'étais pas encore prête pour ce bouquin, mais j'essaierai d'y retourner. Donc voilà. Alors, on va continuer sur... après Valadon et les déceptions et ceux d'INF, on va continuer sur les déceptions avec Assistant to the Villain. Alors, je dis tout de suite, on m'a vendu ce bouquin en me disant ouais, il y a une vibe un peu Shrek et tout, il y a de l'humour, tatati tatata. Alors, au niveau de l'humour, j'ai pas spécialement rigolé. Il y a des moments sympatoches. Voilà, il y a des petites piques sympatoches, mais j'ai pas trouvé ça délirant non plus. Donc Assistant to the Villain, ça raconte l'histoire de... Comment qu'elle s'appelle ? De Evie, qui, par un concours de circonstances, va devenir l'assistant du grand vilain de ce monde. On s'en doute évidemment, est-ce que le vilain est vraiment le vilain, ou est-ce que ce sont d'autres personnes qu'on pense être pas les vilains, qui sont peut-être vilaines. Bref, voilà, un plot un peu de base. C'est une romantaisie, je le dis tout de suite, et c'est un tome 1. Chose que je ne savais pas moi dans ma tête, je sais pas pourquoi je pensais que c'était un one-shot, et en fait, je dirais que le bouquin devient intéressant que vers la fin. Ce qui est très dommage, parce que je comprends qu'on ait besoin de construire un petit peu le monde, etc. sur une bonne partie du bouquin. Mais en fait, j'ai trouvé ça trop long, et je pense que ces intrigues-là auraient dû peut-être arriver plus tôt. Enfin, j'aurais aimé une autre construction, parce qu'on sent vraiment que le fait de mettre vraiment le cœur du sujet, le cœur des actions à la fin, c'est pour qu'on aille acheter le tome 2. Et ça... je veux bien être un pigeon sur les livres, surtout sur les éditions comme ça, avec des beaux jaspages et tout, mais au bout d'un moment, si je m'ennuie pendant ma lecture, il y a un petit souci, quoi. Il y a un petit souci. Après, l'univers est sympa, mais c'est pas du tout une vibe de Shrek. C'est juste qu'effectivement, on est dans un royaume un peu esthétique médiéval. Il y a vite fait quelques pics humoristiques, mais encore, voilà. Effectivement, il y a un crapaud couronné comme le père de Fiona, mais c'est tout, quoi. Après, le vilain, c'est pas Shrek, quoi. C'est pas un ogre, hein. Le vilain, il est beau gosse, il remplit tous les stéréotypes d'un homme viril et ténébreux, voilà, quoi. Voilà, donc pas du tout vibe Shrek. Si on vous a vendu la vibe Shrek, non. Faut arrêter avec ça. Donc, voilà, j'ai été déçue. Je sais pas si je pense pas que je continuerai. Voilà. En vrai, effectivement, sur les derniers chapitres, il y a quand même des choses qui se passent où tu te dis, bon, effectivement, j'aimerais juste savoir si certaines choses vont se débloquer ou non. Mais de là à aller acheter le tome 2, peut-être pas. Voilà. J'ai été très déçue. En plus, j'avais beaucoup d'espoir pour ce bouquin, j'étais trop contente de le commencer et tout, et voilà. Mais on va parler d'un autre bouquin, qui n'est pas une déception cette fois, qui est donc Dark Rise, de la même autrice que Le Prince Captif, qui est aussi dans la bibliothèque, que je n'ai toujours pas fini, j'ai lu le tome 1, mais pas la suite. Alors, Dark Rise, comment vous expliquer ça ? C'est un peu complexe. On est dans un monde... où fut un temps, il y a eu un énorme combat entre l'ombre et la lumière. Ça fait très cliché quand je vous dis ça, mais non, je vous raconterai après, parce que vraiment je l'ai vraiment bien aimé, j'aimerais vraiment beaucoup lire le tome 2, donc très bon signe. Donc, on reprend. On était dans un royaume. Il y a très longtemps, il y a eu un énorme combat entre l'ombre et la lumière. Il y a toute une mythologie derrière tout ça, etc. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ont totalement oublié ce combat. Et du coup, on commence avec des personnages qui ne sont pas au courant de leur rôle dans ce monde-là, de leur potentielle position dans ce monde-là, etc. Et nous, on apprend tout en même temps qu'eux. Ce qui fait quand même que j'ai eu un peu de mal à rentrer au début dans le bouquin, parce que comme les personnages sont eux-mêmes perdus sur qui ils sont, sur ce qui se passe dans ce monde, etc., et ben on l'est aussi. Et on se pose plein de questions, etc., et le temps que le monde se construise, on est un petit peu perdu.
Mais après le bouquin, qui semble un peu cliché, le combat entre l'ombre et la lumière, des grands méchants, des manipulations, etc. Et ben il est allé à des endroits où je ne m'attendais pas qu'il aille. Voilà, il y a eu des développements d'intrigue où je me suis dit « Ah ! Je pensais pas qu'on allait là-bas !» Et je lisais dans le RER, parce que je l'ai mis sur ma liseuse afin de ne pas l'abîmer. Il y a eu des moments où j'étais en mode « Attends, ne réagis pas trop sur ton visage, tu es dans le RER, tu vois ?» Il y a eu des moments comme ça. Mais du coup, voilà, on suit principalement Will, mais aussi d'autres personnages qui vont l'accompagner dans sa vie. J'essaye de pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais effectivement c'est allé à des endroits où je ne m'attendais pas et j'ai très envie de savoir la suite et de comment ça va continuer, comment ça va se découpiller, etc. Il y a des moments... Ça reste du young adulte, donc il y a quand même des scènes de combat qui peuvent être un ch'touille graphique, mais vraiment un petit peu. Mais j'ai apprécié que ça soit un peu plus... D'un point de vue young adulte, j'ai apprécié que ce soit un peu plus trash dans les combats que ce qu'on peut voir habituellement. Donc ça c'était cool. Parce qu'au début on suit Will qui est un enfant un peu tout chétif, qui est poursuivi par des gens, il sait pas trop pourquoi, il vit seul, il est totalement abandonné, il a pas de famille, etc. Et on va voir son développement de petit garçon, jeune adolescent tout chétif, qui sait pas quoi faire de ses deux mains, qui sait pas quoi faire de sa vie, à un ado, voire jeune adulte, qui a beaucoup pris en galon et qui comprend plus le monde dans lequel il est, qui comprend beaucoup de choses et qui prend plus de décisions, qui devient beaucoup plus autonome, etc. Donc j'ai bien aimé aussi ce développement de personnage où vraiment au début c'est la cata, hein. C'est vraiment la cata au début et le développement se fait super bien. Donc vraiment ça je vous le conseille pour du young adulte, c'était vraiment super et j'ai juste envie de voir la suite quoi. J'essaye de... Est-ce que je vous lis un peu un bout de résumé Bah, du coup, oui, c'est un monde où il y a de la magie, etc. Il y a toute une mythologie que j'ai trouvée intéressante. Je crois que c'était tout ce que je m'étais noté à vous dire dans ma tête. Donc voilà, ça je vous le recommande fortement, Dark Rise. Et je crois que c'est tout au niveau des lectures. Je vérifie juste si j'ai... Ah non Il y en a un dernier qui est... Alors je sais pas pourquoi, je me suis infligé ça. Écoutez, c'est encore un livre de Hannah Wang qui a fait toute la saga des Twisted. Donc là on est dans de la romance contemporaine, new romance, machin, donc rien à voir là avec la fantasy. Donc j'avais écouté un ou deux des Twisted parce que c'est des bouquins sympa, non, parce que j'ai pas aimé, mais c'est des bouquins simples à écouter quand tu fais autre chose, genre le ménage ou que tu travailles et que t'en as marre de récoller des œuvres, voilà. Mais j'avais pas du tout aimé que ce soit le traitement des personnages, que ce soit les relations entre les personnages, enfin j'ai pas aimé les histoires, le plot, les propos. Et du coup elle a sorti une autre saga et j'avais vu des critiques notamment en disant « Ah c'est mieux que les Twisted, j'avais pas aimé les Twisted » et là les... je sais plus quoi, c'est autour des péchés, King of Sin. Je crois que c'est la saga King of Sin, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Machin. Et j'ai vu, voilà, vas-y, c'était sorti en audio. Je dis bon, allez, on va redonner une chance à Hannah Wang. Il faut pas rester sur ses positions. On va voir si c'est mieux. Alors, je dirais pas que c'est mieux, je dirais que c'est moins pire, mais j'ai toujours pas kiffé. En fait, on est quand même sur des personnages très stéréotypés. Là, on va suivre un mariage arrangé entre une meuf d'une famille très riche, mais nouvellement riche, genre nouveau riche, qui va être obligé de se marier avec un gars d'une famille old money, genre. J'ai pas trop kiffé. En fait, généralement, ce que je peux ne pas aimer dans les romances, c'est quand... comment expliquer ça ? En gros, généralement dans les romances, donc la romance, c'est vraiment quand même la trame principale, mais j'aime bien quand il y a des choses autour d'autres intrigues, notamment dans les Ali Hazelwood, par exemple, on est dans le milieu des STEM, milieu scientifique, ingénieur, etc. quoi. Pas mon monde, quoi, globalement, mon opposé. Voilà, et il y a quand même
pour les personnages principaux, il y a quand même des enjeux autour par rapport à leur carrière, à leur, je sais pas, à leur doctorat ou ce genre de choses, où ça parle, je sais pas moi, du milieu universitaire, de la condition des doctorants, ce genre de choses. Ça, voilà, j'aime bien. Ce que je retrouve pas chez Ana Huang, par exemple. Oui, il y a des intrigues autour de complots entre familles, etc. Mais c'est pas très poussé, c'est très évident. Tout est évident, on sait très bien comment tout va se finir, et puis je m'attache pas à ces personnages en fait, tout simplement. J'ai pas kiffé, mais c'était quand même moins pire que les Twisted, je dirais. Enfin après je les ai pas tous écoutés, donc ma foi, mais je crois que c'est pas une autrice pour moi. Voilà, tout simplement, je suis pas la cible, c'est pas ce qui me fait rêver, voilà. Donc voilà, c'était juste pour le mentionner, mais j'ai pas trop aimé. Voilà. Et ben je crois que ça va être tout pour ce bilan culturel. Je pense qu'à force de parler bouquins et expo, il doit être peut-être un peu long, je sais pas. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, bravo à vous et merci à vous. Eh bien, nous on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de reprendre un rythme, mais généralement, quand vous voyez qu'il n'y a pas de vidéos qui sortent, c'est que je suis au bout du rouleau, globalement. Bref, on essaie de se voir la semaine prochaine. Salut!